Bienvenue dans Tête, Cœur, Corps, les voix de l'énéagramme. Le podcast dans lequel on vous parle donc énéagramme, notre source privilégiée pour soutenir les individus et les organisations qui souhaitent cultiver des relations saines et fécondes. Nous sommes Anne-Claire Esbridge et Louis Paulet, coach, formateur et spécialiste de l'énéagramme. Alors ce podcast, on le fait aussi pour être en lien avec vous. Donc si vous avez des questions, des réactions ou un besoin d'accompagnement, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous trouverez toutes nos coordonnées dans le descriptif et on a hâte de vous lire. Nous vous laissons découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et toutes, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré cette fois-ci au profil 6. Alors un grand merci à nos 4 panélistes que je vais laisser se présenter. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, votre âge, votre lieu de vie ainsi que votre activité principale? Je m'appelle Christophe, j'habite à Paris, j'ai 53 ans et je suis coach professionnel. Moi, c'est Stéphanie, je suis de La Rochelle, j'ai 43 ans et je suis accompagnante de fin de vie et du deuil. Moi, c'est Thibaut, j'ai 36 ans, j'habite à Rennes, je suis pilote de ligne et formateur énéagramme. Bonjour, moi c'est Marine, je suis à Rennes aussi, j'ai 37 ans et je suis auto-entrepreneur sur les enjeux de transition écologique et sociale. Alors avant d'ouvrir les témoignages, nous voudrions replacer, comme nous le faisons à chaque épisode, le type 6 dans son contexte. Comme vous le savez maintenant, une des notions clés qui structure le modèle de l'énéagramme, c'est l'idée que nous disposons de 3 centres d'intelligence, la tête, le cœur et le corps. Alors en énéagramme, on utilise couramment les termes de centre mental, centre cœur et centre trip ou centre instinctif. Nous avons en nous ces 3 centres, mais chez chacune des 9 bases, un des 3 centres domine sur les autres et va significativement influencer notre façon de percevoir le monde ainsi que nos comportements et notre communication avec autrui. Donc lors de cette première saison, les 3 centres sont le fil rouge, vous le savez, pour relier les 9 bases que vous allez découvrir. Nous abordons aujourd'hui le cœur du centre mental avec le type 6. Le centre mental, en règle générale, c'est celui de la compréhension et de l'anticipation, qui permet d'assurer le besoin de sécurité face à un monde perçu comme incertain ou potentiellement menaçant. Les personnes du centre mental vont avoir en commun une relation particulière à la peur et à l'incertitude. Leur premier réflexe, souvent inconscient, c'est de chercher à comprendre, à anticiper ou à maîtriser ce qui pourrait arriver. C'est leur manière de s'équiper, de se préparer pour se sentir en sécurité. Et c'est aussi leur manière privilégiée d'entrer en relation. Comprendre les choses, c'est une façon d'entrer intimement en contact avec elles et c'est même un préalable. Ce centre gouverne aussi notre monde des idées. Il donne la capacité de conceptualiser, d'imaginer, d'innover et d'élaborer des systèmes cohérents. Quand il est équilibré, le centre mental génère de la clarté, du discernement et laisse émerger une puissante compréhension intuitive. En déséquilibre, en revanche, le centre mental va engendrer de la confusion, l'anxiété, l'hypercontrôle et la fuite. Chacun des 3 centres est confronté à une émotion centrale. On a parlé de colère en centre instinctif ou en centre trip, de honte et de tristesse en centre cœur ou centre émotionnel. Pour le centre mental ou le centre tête, l'émotion dominante à gérer, c'est la peur, souvent ressentie sous forme d'incertitude ou d'anxiété. La question centrale qui se pose en centre mental, c'est comment puis-je me sentir en sécurité dans un monde incertain? Alors en réponse à cette question, qui est commune aux 3 types du centre mental, les types 5, les types 6 et le type 7, chacun d'eux va développer une stratégie de recul, voire de fuite, qui lui est propre. On a vu dans l'épisode précédent que les 5 tiennent le monde à distance, en se repliant dans leur espace intérieur, qu'ils nourrissent de ressources intellectuelles et analytiques. On verra dans le prochain épisode que les personnes de type 7 fuient vers l'extérieur, en multipliant les projets, les expériences et idées agréables qui leur permettent de se distraire et de garder un échappatoire à tout moment. Les 6, eux, sont plus ambivalents. Ils alternent repli intérieur face à un environnement inquiétant et projection dans l'avenir par le biais de l'anticipation et de l'action préventive pour endiguer la peur. Alors, en type 6, on pourrait parler de la motivation fondamentale en disant qu'il s'agit de se sentir en sécurité dans un monde incertain en trouvant des repères et des soutiens fiables. En somme, l'enjeu, c'est de pouvoir faire confiance, à la fois à soi, aux autres et aux institutions, aux organisations. Au niveau de la stratégie qui en émerge, plusieurs choses. D'abord, très tôt, beaucoup de 6 ont le sentiment que le monde est plein de possibles dangers.
Donc l'attention va naturellement s'orienter sur le doute et sur l'identification de tout ce qui pourrait mal tourner. Alors pour se sécuriser, ils activent leur super pouvoir qui est le fait d'anticiper les risques, d'identifier les manques de clarté, de fiabilité, de cohérence. En somme, il y a chez les personnes en 6 un questionnement incessant qui tourne en tâche de fond, qui demande « est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je n'oublie rien ? Est-ce que l'autre va tenir parole ? Est-ce que j'ai la bonne information ?» Pour se rassurer, ils vont aussi avoir tendance à tester leur environnement, c'est-à-dire vérifier la cohérence d'un discours, pousser les gens dans leur retranchement, voire franchement les provoquer, jouer l'avocat du diable, etc. Et derrière, l'enjeu c'est « est-ce que c'est sûr de m'appuyer sur toi ?» Ce doute omniprésent que vous entendez là, il peut être une vraie ressource parce qu'il génère de l'esprit critique, de la lucidité, mais il est aussi source d'anxiété. C'est pourquoi les 6 cherchent des repères solides pour gérer cette incertitude et cette anxiété, des repères sous forme de personnes, de valeurs, de cadres, systèmes, organisations dans lesquelles ils peuvent s'inscrire, sur lesquelles ils peuvent se reposer. Alors quand la relation est perçue comme fiable, intègre, cohérente, ils peuvent devenir des alliés d'une loyauté impressionnante. Par contre, si ce n'est pas le cas, ils questionnent, contestent, résistent. Il y a aussi en 6 un sens aigu du collectif, avec un besoin d'appartenance à un groupe sécurisant, soutenant, où chacun joue son rôle, où les règles sont claires. Quand les 6 se sentent bien à leur place, ils deviennent des véritables gardiens du bien commun. Pour terminer, on pourrait dire que leur défi sur leur chemin d'évolution, c'est de ne pas laisser la peur et le doute prendre toute la place. Et plus ils apprennent à faire davantage confiance à leur propre courage et à leur intuition, plus ils découvrent qu'ils peuvent agir même sans certitude absolue. Et que le monde n'est pas uniquement dangereux, il est aussi plein de ressources. Alors, après cette brève introduction sur la base 6, on va laisser la parole à nos experts, à savoir nos 4 participants qui sauront mieux que personne vous en parler. La première question qu'on voulait vous poser, c'est qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés dans cette base ? Est-ce que c'était facile pour vous ? Est-ce que c'était évident ? Est-ce qu'il y a eu des hésitations ? Moi, 0 hésitation. J'ai vu la vidéo d'une personne en base 6 qui expliquait son fonctionnement. J'avais l'impression que c'était moi, c'était mes mots, c'était tout moi en fait. Donc j'ai vraiment pas du tout hésité pour le coup, ce qui est assez rare. Là, c'était la peur, les doutes, enfin il y avait tout qui collait quoi. Vraiment. La loyauté, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Vraiment, je me suis tellement retrouvée dans le fait que je restais dans des relations ou dans des situations qui me convenaient pas du tout, et je restais quand même. J'ai mis par exemple 6 ans à démissionner. Voilà. Tellement j'étais loyale. Pour moi, ça a été très compliqué. J'ai mis beaucoup de temps avant de me retrouver en base 6. Ça aurait dû peut-être me mettre la puce à l'oreille parce que beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, l'impression d'être partout et nulle part à la fois finalement. Donc une difficulté à entrer en connexion avec mon monde intérieur qui m'a amené beaucoup d'hésitations. Mais si je suis honnête aujourd'hui et que je regarde vraiment mon mode de fonctionnement et notamment dans les moments compliqués, il y a pratiquement tout qui bip en base 6. Les tergiversations mentales qui ne s'arrêtent jamais ou très peu. L'anticipation, le côté multi-scénario, multi-options, du plan A au plan Z pour avoir toujours une solution backup. Et je finirai aussi par, et ça j'ai mis énormément de temps à le voir, mon rapport à l'autorité, à toutes les figures d'autorité, à la fois dans l'idéalisation, dans le côté chouette du rapport à l'autorité, et là, ma capacité à devenir un très bon soldat. Mais en revanche, quand il y a des zones de flou, ce que moi je considère comme être illégitime, alors cette capacité à être révoltée et à m'opposer à cette autorité. Je vais rebondir du coup sur ce qu'a dit Marine parce que j'ai mis du temps. Hein. Pareil, ça m'a pris plusieurs mois avant de réaliser que je me reconnaissais en base 6. C'est le doute qui a été ou un moment conscientisé en me disant mais en fait j'ai douté toute ma vie et je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et je rebondis sur ce qu'a dit Marine parce que ce qui a été vraiment, je crois, le truc qui m'a confirmé, c'est mon rapport à l'autorité aussi. Toute ma vie, j'ai été un bon petit soldat dont je pensais avoir aucun problème. Et en fait, peut-être 3-4 fois, je suis parti contre une autorité pas fiable et je suis parti en croisade, quoi. C'était vraiment très, très fort et j'ai réalisé qu'en fait, ouais, j'avais vraiment du 6. Et petit à petit, un peu comme disaient Stéphanie et Marine, j'ai fini par me reconnaître à peu près partout.
Tous ces partages me touchent carrément parce que moi aussi, ça a été très compliqué. En fait, avant, j'étais persuadé d'être de profil 7. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter justement des partages de participants. C'est cet effet miroir qui m'a permis de... C'est ça qui m'a mis le doute. Et ouais, clairement, là où ça a bipé très fort, c'est le doute, l'hésitation, le fait dans les moments compliqués de faire un pas en avant, un pas en arrière. Et aussi autorité, loyauté, pareil, très fort. Merci beaucoup à vous quatre. Alors là, vous nous emmenez directement au cœur du sujet, puisque la première thématique qu'on voulait aborder avec vous, c'est justement cette hyperactivité mentale, notamment la relation au doute. Là, on l'entend dans ce que vous nous partagez, que le doute, il est omniprésent. Là, on l'a moins entendu, mais on vous voit aussi parfois en difficulté pour avoir confiance en vous, dans les autres, souvent en élaborant des scénarios catastrophes. Et avec Anne-Claire, on voulait vous demander quelle fonction est-ce que ça a dans votre quotidien? À quoi ça vous sert, en fait, ce doute, cette hyperactivité mentale? Est-ce que vous aurez des exemples concrets? Je crois que c'est le fait vraiment d'affiner, d'affûter le discernement. Le doute, moi, il vient à cause d'une remise en question permanente. Remise en question de ce qu'on peut me dire, en me disant t'es sûr ou pourquoi, comme si je voulais vérifier que justement il y a une information fiable, digne de confiance, ou remise en question de mon élan personnel. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est avec cette peur de me planter, quoi. Cette remise en question amène de l'hésitation et ça peut être fatigant. Ouais, il y a un mot qui me vient, qui caractérise vraiment le 6. D'ailleurs, on l'entend parfois dans l'appellation qui est donnée au profil 6, c'est le côté sceptique. On parle du loyal sceptique et moi, le scepticisme, c'est quelque chose qui m'a souvent été attribué en fait. Et c'est vrai que je remets très facilement en question tout. Alors, dans mon métier de coach professionnel, c'est quand même très très pratique, faut dire ce qui est. Je prends pas les choses pour argent comptant. Après, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle et depuis aussi loin que ma mémoire remonte, j'étais un peu l'adolescent pénible qui mettait, alors c'est peut-être un peu propre aux adolescents, on va dire, mais mes parents, ça les énervait que je remette systématiquement en question ce qu'ils me disaient, et d'aller vérifier, et d'aller revérifier, et puis d'aller toujours, on parle de peau de banane du 6 qui va tester un petit peu ce que disent les autres. Ça peut aller jusque-là. C'est ce côté sceptique où, en fait, même quand je suis convaincu de quelque chose, il y a une petite voix qui me dit va quand même tester pour t'assurer que c'est encore, voilà, ça s'arrête jamais, quoi. C'est en boucle non-stop. Merci beaucoup pour ça. Marine et Stéphanie, avant de vous écouter, j'ai envie de reformuler une nuance de ma question. Émotionnellement, psychologiquement, à quoi ça vous sert? À quoi est-ce que ce doute, ce scepticisme, il vous permet d'accéder dont vous avez besoin? Moi, je dirais qu'il m'aide à rebondir. Le fait d'avoir déjà anticipé, de douter, d'avoir des plans B, ça me permet juste de me dire quand ça se fait pas ou quand finalement le doute est confirmé, d'avoir déjà l'option d'après. Donc il y a un côté sécurisant à douter en disant je doute, donc entre guillemets, j'ai pensé dans l'absolu à tout. Donc si ça foire, j'ai déjà la suite. Donc il y a un côté très rassurant là-dessus. Ouais, je rajouterais à ça, en fait, c'est un vrai besoin de contrôle pour nous sécuriser, pour, comme disait Marine, en fait, de tout anticiper. Ça nous permet de contrôler ce qu'on a envie d'éviter pour voilà, pour pas être en insécurité. Donc moi, je vais aller très loin. Je pense que dans tous mes scénarios, on finit tous par mourir avec la Terre qui explose. Du coup, il faut absolument sécuriser, sinon sinon je vais mourir, ma fille va mourir, enfin tout le monde meurt, quoi. Donc en fait, je vais sécuriser comme ça, en imaginant en fait tout ce qui peut arriver, en resserrant l'étau de plus en plus, de façon à ce que en fait je contrôle ce qui va arriver, quoi. Là, du coup, Stéphanie, tu nous tends un peu la perche de comment ce scepticisme, ce doute peut parfois arriver à l'excès et être disproportionné par rapport à la situation. Et on voulait justement, avec Anne-Claire, vous demander, est-ce que cette hypervigilance, elle peut vous pousser à voir des dangers là où il n'y en a pas, générer de la peur là où il n'y en a pas? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Et là encore, si vous avez des exemples concrets, on en est friand. J'ai l'impression que toute ma vie, en fait, j'ai vu des dangers là où il y en avait pas. Je vais chercher assez naturellement à scanner en fait mon entourage, ce qu'il y a dans les transports, quel type de personnes. Il y a un côté assez hyper vigilant partout. Et là, je parle des transports, mais ça peut être dans la rue, ça peut être dans tout lieu public de manière générale et ça s'arrête jamais. En vacances aussi, je lâche jamais ma vigilance, quoi. Moi, à l'inverse, la vigilance ou le scan, j'ai découvert qu'il s'activait vraiment dans l'ordre relationnel, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue physique, au quotidien, moi, j'ai l'impression que je suis confiant sur
la sécurité matérielle. Par contre, une personne que je peux rencontrer au niveau des amitiés que je peux construire ou dans la vie amoureuse, un petit quelque chose qui pourrait me bloquer, je sais pas, quelque chose qui va être dit, qui me plaît pas, ou ça va m'activer, où il va y avoir une forme de méfiance qui va se créer, de se dire, mais en fait, c'est quoi son intention? Pourquoi elle dit ça? Et donc, il y a ce besoin de vérifier. Et je vois que si je pars dans des projections, des suppositions, ça peut vraiment faire du mal à la relation. Et j'ai appris à prendre un temps de respiration et de revenir en disant, mais pourquoi tu dis ça? Pour détendre un scénario que je pouvais me faire qui est souvent erroné pour répondre à ta question. Moi, j'ai plein de petits exemples de la vie quotidienne. Par exemple, j'ai déjà imaginé dans ma tête si un jour il y a un incendie ou un cambrioleur dans ma maison, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Par où je passe? Quelles sont les actions que je mets en place pour éviter ce truc-là? Et le truc qui est le plus flagrant, et je vous partage ça, quand je me balade sur les remparts de Saint-Malo avec ma fille sur les épaules de son père, je suis toujours du côté du rempart. C'est impossible pour moi de les laisser plus proches du rempart parce qu'il y a un truc malgré moi, mental, qui se fait de s'il trébuche, elle passe par-dessus et elle se fracasse la tête par terre. Et il y a un truc vraiment malgré moi qui imagine ça et qui le ressent profondément. Alors chez les 6, effectivement, il y a non seulement la peur des dangers extérieurs, mais aussi une très forte peur de se tromper, de manquer de discernement, d'avoir insuffisamment analysé une situation, de prendre une mauvaise décision. Donc la vigilance, elle porte ainsi à la fois sur le monde extérieur et sur soi-même. C'est quand même double job sur le plan mental. Et c'est très coûteux. C'est bien pour ça qu'on vous parlait d'hyperactivité mentale. Je pense que la charge mentale, ça concerne tous les types de l'énéagramme. Quand on est de type 6, c'est quand même d'un autre niveau d'intensité. On pourrait parler de la direction de l'attention, on l'a vu. Là, je pense qu'on l'a quand même bien entendu. L'attention, elle se focalise spontanément sur ce qui pourrait poser problème. Les risques, les failles, les incohérences, les zones d'incertitude, pas forcément les catastrophes absolues, mais déjà rien qu'une zone d'incertitude, et je vais avoir tendance à tirer les fils. Il est vrai que les 6 ont tendance à plus vite voir les menaces que les opportunités, peut-être plus vite voir les risques de trahison que les alliances fiables, avec une fonction, hein, remettre en question me permet d'affiner mon discernement. Donc tout ça, c'est pas du pessimisme. Vu de l'extérieur, c'est ce qu'on pourrait se dire, hein, comme ça rapidement, mauvais raccourci. C'est pas du pessimisme, c'est une stratégie de sécurisation. Stéphanie, ta phrase était je trouve que c'était limpide. Imaginer le pire et resserrer les taux pour contrôler. Voilà, on voit bien que c'est une stratégie de sécurisation qui va jusqu'à même un ressenti dans le corps. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire autrement que de faire comme ça par défaut. Marine, quand tu nous racontes ton histoire de ta fille sur les épaules de ton mari dans les remparts, on sent que dans ton corps, il se passe quelque chose qui est imparable, hein. Il faut que tu agisses, quoi. Alors, cette hypervigilance, elle a une vraie utilité, on l'a entendu, ça va nourrir un esprit critique qui est souvent très fin, une grande lucidité, une capacité à anticiper, à sentir quand quelque chose cloche. J'aurais pas forcément toujours des mots dessus, mais je sens quelque part en moi que quelque chose cloche. Beaucoup de 6 vont être d'excellents vigiles du système, hein, ceux qui veillent au grain pour le collectif. Alors, la limite, évidemment, c'est quand l'attention reste exclusivement bloquée sur ce qui pourrait mal se passer, parce que là, l'anxiété augmente mécaniquement, l'esprit s'emballe, les scénarios se multiplient, parfois bien au-delà de la réalité du moment. Marine, tu nous parlais de tergiversation de plan A jusqu'au plan Z. Christophe, tu disais combien le scepticisme était ancré en toi du plus loin que tu puisses te souvenir de ton mode de fonctionnement avec des stratégies de vérification un peu sans fin. Alors, le paradoxe, c'est que l'anticipation, qui est donc une stratégie de sécurisation, qui était donc initialement là pour me rassurer, pourrait finir par générer encore plus d'incertitude, encore plus de sentiments d'insécurité. Donc, le remède, parfois, peut être pire que le mal quand on tombe vraiment dans l'excès. Vous avez partagé quelques éléments sur un terme qu'on entend très souvent quand on lit des choses sur le profil 6, qui est la notion de projection. C'est-à-dire que la peur interne va être projetée vers l'extérieur. En somme, c'est je cherche à l'extérieur de moi une justification à mon ressenti anxieux interne. Le 6 étant déjà très compétent pour repérer les dangers réels, il peut en plus en imaginer au-delà de la réalité objective. Alors vous comprenez que ça fait beaucoup pour une seule tête. Thibaut, tu nous parlais de nombreuses suppositions, comme si dans le logiciel par défaut, il y avait faire en permanence des suppositions sur ce qui pourrait mal tourner. Alors cette créativité, elle peut devenir épuisante pour vous, parce qu'elle crée une charge mentale considérable.
Christophe nous disait, c'est en boucle, c'est non-stop, ça ne s'arrête jamais. Et on peut peut-être ajouter, avec tendresse bien sûr, mais que c'est aussi parfois fatigant pour votre entourage qui s'échine à rassurer sans toujours y parvenir. Je vais redonner la parole à Louis. On va, après avoir passé un bon moment dans cette notion d'hyperactivité mentale, on va parler du passage à l'action. Merci Anne-Claire. Alors, en effet, on a parlé là de ce qui se passe pour vous en interne, mentalement face au risque, face au danger. Pour nous, de l'extérieur, c'est parfois troublant de vous voir agir face au risque. Parce que, alternativement, vous semblez paralysé ou au contraire, foncer dans le tas, tête baissée, et on aimerait comprendre. Donc, première question qu'on voulait vous poser, quand vous devez décider et passer à l'action, comment ça se passe pour vous? Moi, par exemple, je suis très en colère après moi-même. C'est quelque chose, de me voir figée par la peur ou par les doutes et ne pas arriver à avancer, c'est un truc, ça me met très en colère après moi-même. L'exemple professionnel, hein, par exemple, changement de situation professionnelle et en fait, j'ai tellement de sujets, tellement de trucs qui me plaisent, tellement, d'horizons à explorer, tellement en fait, j'avance pas. Voilà, je sais pas par où partir, je sais pas par quoi commencer, donc du coup, je fais rien. Voilà et ça, c'est terrible parce que du coup, je suis encore plus en colère après moi-même et ça, c'est vraiment très, très dur. Puis je crois qu'il y a un moment où en fait, la colère, elle devient tellement grosse que je me dis: allez, j'y vais. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je me déteste toute seule, quoi, donc on y va, quoi. Voilà. Je crois que ça se passe un peu comme ça à l'intérieur de moi. Moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. Depuis toujours. Je crois que c'est justement un moyen pour moi de faire redescendre la charge mentale et les tergiversations. Quand je suis dans l'action, je suis en train de faire, je suis pas en train de penser et d'imaginer, de projeter. Donc je crois que c'est dans l'action finalement que je trouve une forme d'équilibre dans ces tergiversations mentales. Moi, il y a quand même l'envie et la joie ou l'excitation qui peut vraiment être un fort moteur. Donc, s'il est plus fort que la peur, il n'y a pas de problème. La complication, c'est si tout d'un coup, j'ai vraiment envie de faire quelque chose et qu'il y a trop de peur ou trop de sorties de zone de confort et que là, ça bloque. Mais c'est un exemple concret. C'est un petit exemple, mais juste pour un choix de repas au restaurant, moi, c'est facile. Ça veut dire de quoi j'ai envie. Ok, ça a l'air bien, super. Mais si par exemple la personne d'à côté prend un autre plat, je peux commencer à douter en me disant mince, est-ce que j'ai choisi le bon? Si il y a la serveuse qui me dit ça c'est le plat du jour, il est exceptionnel, alors que j'ai très envie d'un certain plat, finalement il y a mon mental qui va commencer à s'activer, à remettre en question mon choix en me disant est-ce que t'es sûr que tu veux ça ou ce genre de choses. Et si tout d'un coup le mental commence comme s'il y avait une petite ampoule qui arrivait en disant mais est-ce que tu as pensé à ça ou est-ce que tu es sûr de ça? Et là ça peut créer de la confusion dans toute mon intériorité sur finalement quel est le processus de choix et là ça peut tourner en boucle. En fait, j'ai eu de l'émotion en écoutant Stéphanie parce que j'étais en vraiment beaucoup de compassion. C'est vraiment toute l'histoire de ma vie de tourner en boucle et d'être dans une non-action et à quel point c'est une vraie, vraie, vraie profonde souffrance et avec beaucoup d'envie de Marine parce que ça fait quelques années que j'ai conscientisé à quel point l'action était l'antidote. Et derrière ça, je pense que chez moi, ça se traduit par le côté bon petit soldat dont on parlait. Je suis un bon numéro 2 qui a tendance à plutôt subir. Je suis très très bon quand je subis quelque chose et que je dois du coup agir parce qu'on me pousse à agir. Par contre, agir par moi-même, c'est très compliqué. On dit parfois des 6 que ça fait des bons, des personnes qui vont s'engager dans l'armée ou dans la police parce qu'il y a à côté, on débranche le cerveau, on obéit aux ordres. J'ai jamais été aussi heureux que quand j'ai fait mon service militaire. Je devais être le seul, à peu près, qui ça plaisait, le service militaire, à l'époque, parce qu'en fait, j'avais pas à réfléchir. L'action, on me l'a imposée et je devais la faire. Et c'était hyper relax pour moi. On vous a beaucoup entendu dans la confusion, tourner en boucle, avoir du mal à passer à l'action. Je parlais tout à l'heure du mode foncer tête baissée, voire même peut-être à la limite de l'inconscience. Est-ce que vous connaissez? Alors déjà, ce que je voulais préciser, c'est que souvent l'action est beaucoup plus facile quand elle est au service des autres, me concernant. Donc c'est beaucoup plus facile de faire les choses pour les autres que de les faire pour moi. Mais j'ai un exemple très flagrant quand j'étais jeune. Un monsieur me double sur la route et finit au feu rouge devant moi. En fait, je pète un boulon
je pète un boulon, je lui hurle dessus, je sors de la voiture et tout. Et en fait, il s'avère que ce monsieur faisait quand même 2 mètres de haut. C'était un cube, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'aurais pu avoir hyper peur et en fait, non, j'ai continué à lui hurler dessus en me disant, de toute façon, la t'y es. Donc, t'y vas. Et je pense qu'il a dû se dire, elle est juste folle, elle a peur de rien, quoi. Alors qu'à l'intérieur, j'étais liquéfiée, quoi. Voilà. Ouais, super clair, merci. Alors, en première partie, on a beaucoup parlé de danger fantasmé, de votre capacité à exagérer le danger. Mais du coup, moi, je suis curieux de savoir, face à des dangers réels, quand vous vous retrouvez réellement face à des situations dangereuses, comment est-ce que vous réagissez? J'ai toujours eu énormément de sang-froid, quelle que soit la situation. Vraiment, j'ai une capacité à bloquer, les émotions, la peur notamment et à ce côté, très rapidement trouver des solutions. Et ce qui fait que toute ma vie, à chaque fois que j'ai été en danger et notamment quand j'étais agressé, j'arrivais à avoir mon sang-froid alors que on me tapait dessus, et j'étais vraiment, hyper clair dans ma tête, parce que j'avais tout bloqué avec une capacité de chercher, en fait, des solutions à ça, même dans un truc qui était hyper violent, quoi. Et c'est un exemple un peu extrême, mais toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. Merci. Stéphanie, je suis curieux de t'entendre là-dessus parce qu'au vu de la profession que tu nous as partagée, des situations un peu drastiques, je pense que tu en vois bien souvent. Comment c'est pour toi? C'est exactement ça, c'est-à-dire que cette voie-là d'accompagnante de fin de vie, je l'ai prise parce qu'en fait, je me suis dit, la mort, c'est la plus grosse trouille de ta vie. Et c'était insupportable de tout le temps envisager, voilà, que quelqu'un meure à la fin de tous mes scénarios fictifs, quoi. Et je me suis dit, voilà, ta plus grande peur, c'est celle-là. Donc pour que tu la vives mieux, que tout ça, tu le supportes mieux, et ben, va comprendre, en fait. Et c'est là où j'ai découvert un monde extraordinaire, hein, où voilà, c'est des moments où on revient à, je dirais presque à zéro. On est humble, on est authentique, on est voilà. J'avais besoin de ça, de me dire que en fait, tout ce que j'avais imaginé sur la mort, c'est pas la vérité, tout simplement. Et en allant étudier tout ça, j'apprivoise de plus en plus ma peur. Après, je vous dirai pas que je me fais pas violence à chaque fois que je m'y confronte, mais c'est ce besoin de comprendre, d'analyser, voilà ce qui s'y passe et ça me rassure en fait, tout simplement. Ça me rassure, et pour en revenir par contre dans les moments où j'ai vraiment, affronté, des moments où voilà, c'était plus compliqué, c'est moi j'ai quelque chose dans le cerveau qui, comme si ça il y avait un bouton on off quoi. Ça me fait vraiment cette impression-là, c'est-à-dire que tout d'un coup, mais vraiment, la peur, elle est plus là du tout quoi et c'est extraordinaire quoi. Faut se rendre compte qu'en fait, on se lève le matin avec la peur, on se couche avec et même on se réveille la nuit avec et quand là, elle disparaît, ouais, on se sent le plus fort du monde, mais du coup, on est peut-être un peu inconscient. Mais mais c'est vrai que par rapport à l'extérieur, on peut paraître, enfin, ça peut paraître comme un coup de folie, quoi, un coup de qu'est-ce qu'elle nous fait, ça va pas du tout, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, pareil, en fait, quand il n'y a pas le temps de douter, il n'y a pas de problème. C'est l'espace-temps. S'il y a une temporalité qui est, bon, il faut choisir tout de suite, il faut s'engager tout de suite, passer à l'action tout de suite, il y a zéro problème. Et il y a une grande force à cet endroit-là. Par contre, il faut que j'organise quelque chose, typiquement, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure, un module dans un mois ou deux. Est-ce que va y avoir assez de participants? Comment est-ce que je me rends visible au niveau de la communication? Et c'est là où il y a des doutes qui viennent au niveau du mental. Parce qu'il y a un espace-temps. Je peux rajouter juste une chose. Il se trouve que je pilote des petits avions, moi, et que je venais d'avoir ma licence et que j'étais avec un ami dans un petit avion. On a eu une panne d'alternateur en pleine nuit. Donc, plus de radio, plus de flap pour atterrir, plus d'éclairage. Donc, c'était un peu la cata et on était tous les deux, voilà, jeunes licenciés. Et j'ai trouvé effectivement le sang-froid et les ressources pour être hyper calme et que ça se passe très, très bien. Donc, il y a un truc un peu binaire dans l'avion. Je vois bien ce que ça peut être et malgré le stress, j'étais au top, quoi. Merci beaucoup. Quelques éléments d'éclairage par rapport à cette, ambivalence que vous avez pu entendre quant au passage à l'action? Chez les 6, le vrai danger n'est pas toujours le danger réel, le danger objectif. C'est souvent aussi le danger fantasmé, celui que l'esprit a anticipé, amplifié, parfois bien avant que l'action ne soit nécessaire. Et face à ce danger, encore une fois, celui qui est plutôt imaginé, il peut y avoir 2 modes qui vont s'activer. Un mode qu'on appelle phobique, on vous le dit parce que c'est des choses que vous allez, retrouver, possiblement dans la littérature sur l'énéagramme. Sur le mode phobique, l'excès d'analyse, va devenir paralysant. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une stratégie d'évitement.
Donc dans ce mode phobique, l'analyse prend toute sa place, on réfléchit encore, on vérifie, on cherche la meilleure option, le bon moment, la garantie supplémentaire, et plus on analyse, plus l'action semble risquée. Tu le disais Thibaut, et ça va être très intéressant d'y revenir tout à l'heure d'ailleurs, mais il y a une notion de temporalité. Si j'ai du temps pour réfléchir, je risque de créer un monstre mental. Donc résultat, la pensée va paralyser l'élan, et c'est vrai que pas mal de 6 nous parlent de procrastination. Il faut bien comprendre que c'est ni de la flemme, ni un oubli, ni un manque d'envie, mais bien une peur de mal faire ou une peur de se tromper. Quand leur capacité à anticiper s'emballe, elle va se retourner contre eux, et c'est un peu double peine. Tu nous parlais, Stéphanie, d'une grande colère envers soi, ou Christophe, d'une vraie souffrance par rapport à ça. Donc c'est quand même assez coûteux comme mode de fonctionnement. Et puis, on va avoir une autre expression de la stratégie qui est plutôt le mode contre-phobique, qui serait là plutôt attaquer pour ne pas subir. Quand on dit attaquer, c'est pas nécessairement attaquer l'autre, mais c'est attaquer le sujet, c'est se précipiter vers. Donc, dans ce mode-là, la peur va pousser à l'action immédiate. C'est comme si la logique devenait la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, le plus vite je m'expose, le plus fort même je m'expose. Stéphanie, le choix professionnel que tu as fait pour quelqu'un qui est extrêmement habité, préoccupé par cette idée de la mort, de la finitude, là, c'est un choix drastique, en fait, de s'exposer. Et c'est intéressant, les mots que tu as utilisés, qui sont vraiment le champ lexical du centre mental, c'est je m'y expose pour mieux le comprendre, pour mieux l'analyser, mieux savoir finalement à quoi j'ai affaire au-delà de tout ce que j'ai pu fantasmer. Donc plutôt que de rester avec de l'angoisse, on va aller au-devant de la situation, qu'elle soit dangereuse ou pas, mais au-devant de ce que je peux moi percevoir comme un danger, parfois de façon hyper déterminée, voire impressionnante pour l'entourage. L'exemple que tu nous donnais, Marine, là je te visualisais face à ton 2 mètres cubiques, j'ai beau être liquéfiée à l'extérieur je suis une furie et je donne pas du tout l'impression d'avoir peur, quoi. Donc finalement, il y a une même logique et 2 stratégies. Le but, en tout cas, c'est de reprendre la main sur la peur, soit en la tenant à distance par l'analyse, soit en la court-circuitant par l'action. Et peut-être un point important, c'est que chaque personne en 6 va trouver son propre équilibre entre ces 2 stratégies. Il y en a qui vont être résolument phobiques, d'autres assez résolument contre-phobiques, et d'autres encore qui vont alterner entre les 2. J'ai bien aimé ton expression, Stéphanie, du bouton on/off, et la plupart d'entre vous avaient l'air d'acquiescer en disant « Ouais, c'est vraiment ça, quoi, blanc-noir ». Et là où beaucoup de 6 peuvent surprendre, c'est que face à un danger avéré, ils vont faire preuve généralement d'un très grand sang-froid. Enfin voilà, sachez vous entourer de 6 quand vous êtes vraiment en galère, parce que généralement, c'est eux qui vont être hyper pragmatiques une fois que le risque est identifié, nommé, présent ici maintenant, qu'il n'y a plus de doute, en fait, on est réellement en danger. L'énergie va se mobiliser, l'action devient claire et la peur va se transformer en capacité d'agir. Et là, on a vraiment des experts de la gestion de crise. Donc, on a parlé jusqu'ici de ce qui se passait beaucoup dans votre tête, de comment vous passez à l'action. On a déjà un tout petit peu dévoilé, levé le voile sur la dimension relationnelle, mais c'est là-dessus qu'on va poursuivre. Louis, je te redonne la main. Effectivement, cette ambivalence qu'on a évoquée à l'instant, on la retrouve aussi au niveau de la relation, avec alternativement un engagement et une loyauté qui sont exemplaires, puis par ailleurs beaucoup de tendance à tester, challenger les relations, en allant même jusqu'à de la défiance. Et on voulait vous demander, Anne-Claire et moi, de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir en confiance dans une relation? Que ce soit une relation à une personne ou à une organisation, une famille, une équipe. En fait, ta question me laisse perplexe parce que je crois que j'ai besoin de rien, c'est ça. Le truc, c'est que moi, je fais très facilement confiance, mais je pense que c'est une stratégie pour me donner confiance en moi, en fait, et dans la relation, d'être plutôt gentil, avenant, de faire un peu tomber les barrières pour me sécuriser moi. Et le fait que je fasse confiance, en général, on me fait confiance. Et il y a un truc qui joue un peu là-dessus. Est-ce que je vais tester la relation? Moi, je vis un peu mon profil 6 de manière assez dans l'ambivalence extrême. C'est-à-dire que je ne vais pas tester du tout. Et si je repère quelque chose qui vraiment est un gros bip, dans ces cas-là, je vais tester. Mais il m'en faut vraiment beaucoup. Et dans ces cas-là, je lâche rien. Je peux donner un exemple. Une amitié de longue date qui a été remise en question par un truc qui était assez majeur, mais que je suis vraiment venu questionner et re-questionner jusqu'à ce qu'en fait, je perde confiance. Et quand il n'y a plus confiance, c'est très, très compliqué de remonter. Mais il m'en faut vraiment beaucoup. C'est vrai que cette question de confiance en soi, elle est remise en question très souvent. Je crois que c'est ça en fait qu'on vient sécuriser. Hein. C'est plus la relation à l'autre, elle est très compliquée. Moi, en amitié, surtout, quand je fais vite confiance en soi, je fais mon petit coup de scan. Ok, c'est bon, je peux y aller. Mais après, en fait, voilà, je vais avoir un socle d'amis que ça fait 25 ans qu'ils sont là.
C'est à la vie, à la mort. Il n'y a pas de remise en question. Et là, dernièrement, il y a une sortie bateau, je suis pas invitée. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, pourquoi ils m'ont pas invitée? Enfin, voilà. Et là, je me suis remise en question complètement, en me disant, mais t'as dit un truc qu'il faut pas, t'as fait quelque chose qu'il faut pas. Enfin, voilà. Donc, tout était de ma faute. Il y avait quelque chose que j'avais fait qui allait pas. En fait, non, c'est juste qu'ils se sont dit que de toute façon, j'aimais pas le bateau. Donc voilà, ce qui est pas faux. Mais en fait, c'est ça. C'est encore une fois, c'est de la projection de qu'est-ce que j'ai mal fait et pourquoi ces gens et ces amis à qui j'ai fait confiance, tout d'un coup, ils me font plus confiance, quoi. Donc voilà. Bon, ça revient vite après. Là, c'était une petite anecdote, mais ça peut casser des relations hein, complètement. Hein. Ça peut vraiment mettre fin à une relation. Moi, pareil, en fait, moi, je fais très facilement confiance. Hein. Je trouve que c'est important de le dire parce que on peut vite se méprendre en pensant l'inverse. Mais clairement, moi, au contraire, je dirais comme Christophe, j'ai besoin de rien grâce à ce scan j'ai besoin d'une bonne intention. Ça veut dire que si tout de suite, on va dire que tes mots ou ton corps, il va pas être totalement aligné avec au fond ce que tu souhaiterais, et il y a une partie de moi qui va tout de suite le ressentir ou le capter. Et là, ça va mettre du doute où je vais me dire, mais attends, d'abord, je vais me remettre en question en me disant, c'est moi qui capte ce truc-là, pas très clair. Et après, c'est pour ça que je ressens le besoin, comme je disais tout à l'heure, de vérifier d'éventuelles suppositions, projections. J'entends quelque chose de l'ordre de la cohérence, voire de la congruence. Est-ce que ce serait ça? Ouais, tu vois, le mot qui me vient, c'est aussi clarté, quoi, que ça soit clair. Donc congruence carrément. Là où je ressens un très très fort besoin de congruence, c'est avec l'autorité. Que ce soit les parents, que ce soit un commandant de bord, que ce soit un formateur. Si je pars dans une formation, j'ai vraiment besoin de ressentir qu'il y a une grande congruence en ce qui va être dit et ce qui va être fait pour adhérer pleinement et du coup me laisser guider parce que c'est ça au final, au fond. C'est cette recherche de guide ou de référent extérieur. Si on reste vraiment sur la confiance à l'autre, parce que je pense que pour moi, en tout cas, le sujet, il est plutôt la confiance en soi, de moi à moi. La confiance vers l'autre, elle est plutôt assez facile. Mais si je devais quand même dire quelque chose, c'est que c'est important pour moi, en tout cas quand je connais vraiment pas la personne, de sentir que dans l'échange, à un moment donné, la personne, elle répond avec authenticité aux questions que je peux poser. Besoin effectivement de congruence et de cohérence entre ce qui est dit et finalement ce que je ressens de la personne. Et si je sens pas cette congruence, c'est là où je vais commencer à aller tester, comme tu pouvais le souligner tout à l'heure. Ok, alors super clair. Et du coup, quand ces ingrédients-là sont réunis, c'est vrai que nous, on vous voit courageux, loyaux, super engagés. Et du coup, on aimerait bien vous entendre avec Anne-Claire, quand ces conditions de la sécurité relationnelle sont réunies, quel rôle contributif est-ce que vous jouez dans le collectif? En quoi une équipe, une famille, un groupe d'amis bénéficie de vous avoir là pleinement engagés et loyaux? Qu'est-ce que ça génère? Justement, c'est de créer vraiment des belles amitiés hyper profondes, de sentir que on peut compter sur moi, que je suis là. Ouais. Quelqu'un qui me dirait j'ai pas confiance en toi, c'est hyper dur pour moi. Je veux tout faire pour créer un climat chaleureux, de confiance, et du coup ça permet justement à la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre, de s'installer, de grandir sur des bonnes bases. Pour moi, il y a cette idée il y a plus de barrière en fait. Je cherche plus à me sécuriser dans la relation. Je lâche tout, je m'engage, je suis fiable. On peut m'appeler à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Il y a vraiment quelque chose presque de l'ordre de l'extrême de quand tu fais partie de ce cercle-là, c'est à la vie, à la mort. Dans l'absolu, on dit souvent ça, c'est une image, mais si ma copine un jour elle m'appelle, elle me dit j'ai tué quelqu'un, putain, je suis dans la merde quoi. Vraiment, je suis dans la merde parce que voilà. Finis cette phrase parce que parce que je peux pas la laisser toute seule quoi. Je vais venir l'aider quoi. Enfin je serai là quoi. Même là-dedans, je serai là. Moi, j'ai même étudié comment fallait faire si elle me posait cette question-là, tu vois, et d'aller enterrer quelqu'un. Je me suis dit bon attends, faut que j'anticipe. On sait jamais. Exceptionnel. Oh, wow. Christophe, je te voyais acquiescer tout à l'heure sur ce rôle contributif.
Ouais, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui est dit. Je crois que c'est Anne-Claire qui parlait du côté, alors je vais le traduire avec mes mots, mais il y a du rapport au groupe. Le 6, moi je sais que je me suis beaucoup retrouvé dans le 9 de ce point de vue assez, chercher l'harmonie dans un groupe, très inclusif, même un peu protecteur aussi. Je vois mon rôle dans un groupe est très axé là-dessus parce que ça je cherche de la sécurisation derrière et il y a un côté assez agréable du 6 qui peut être très, très, comme ça à s'assurer que tout le monde est bien dans le groupe, tout le monde a ce qu'il faut. On m'a souvent dit que c'était assez agréable d'être avec moi, ne serait-ce que parce que j'ai un côté très apaisant dans un groupe. Voilà, parce que j'amène peut-être naturellement cette sécurité que je cherche, mais je sais que j'ai conscientisé que je n'étais pas neuf parce que derrière, ma motivation, c'était de me sécuriser en premier moi. Donc il y a un truc, une énergie un peu interne là-dedans. Alors c'est le chemin de l'énéagramme qui m'a fait conscientiser ça, quoi. Mais voilà, le côté groupe, c'est hyper important pour moi et de chercher que le groupe va bien, c'est un enjeu, mais majeur pour moi. C'est un peu à la vie, à la mort aussi, je me retrouve beaucoup dans cette expression. Et je veux juste vérifier, Christophe, que j'ai bien compris. Ta recherche de sécurité pour toi, ce que je comprends, c'est qu'elle finit par gérer une sensation de sécurité autour de toi. Oui, exactement, oui. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Le côté très, faussement sûr, mais en fait, d'apparence très sûr, donne beaucoup de calme, autour de soi. Merci pour vos témoignages. Quelques éléments d'éclairage autour de la notion d'autorité et de sécurité relationnelle. Chez les 6, la sécurité relationnelle, elle est hyper liée à la question de l'autorité, qui n'est pas nécessairement une autorité hiérarchique. Il y a en effet chez le 6 un réflexe souvent de projection de l'autorité à l'extérieur. On va chercher des points d'appui solides pour se sentir en sécurité, tout en les questionnant fortement, hein. Faudrait pas non plus, faut pas exagérer, hein. Il peut s'agir bien sûr d'un système, hein, comme une entreprise ou une famille, d'une règle, d'un expert, d'une figure de leadership, d'une personne qui va être investie comme un point de repère. Il y a ce besoin de repères fiables et c'est vrai que même quand ils sont présents, ces repères fiables, le besoin de vérifier qu'ils sont quand même cohérents et dignes de confiance. C'était assez amusant de vous entendre dire que vous faisiez très facilement confiance et on a envie de vous croire, hein, bien sûr. Et en même temps, on sent à quel point il y a une espèce d'hypersensibilité, un radar réglé au cordeau pour aller déceler la moindre petite incohérence. C'est-à-dire qu'on peut partir d'assez haut finalement chez vous. On a un crédit de confiance, mais attention, il peut très très vite dégringoler quoi, avec ouais, une espèce d'immense comme ça sensibilité à tout ce qui serait de l'ordre de la cohérence, voire de la congruence entre ce qui est dit et comment c'est dit. C'est pas des mots que vous avez utilisés, mais moi j'ai vraiment l'impression que tout le non-verbal de votre interlocuteur était passé au crible. Dans votre corps, il y a quelque chose qui vous dit si c'est OK ou pas OK de continuer à s'engager dans cette direction-là. Donc pour qu'un 6 s'engage pleinement, vous l'aurez compris, il y a quand même quelques conditions qui sont essentielles, de la cohérence entre les discours et les actes, de la fiabilité dans le temps, une relation de soutien réciproque, un cadre clair, explicite, partagé. Et bon, à contrario, toutes les incohérences, les doubles discours, les règles floues, les règles changeantes vont créer un gros stress. Tout environnement où les messages se contredisent va générer de l'anxiété et de la méfiance. Et on l'a entendu aussi, une perte de confiance en soi. Il y a une perte de confiance en l'autre ou dans le groupe, mais une remise en question de soi assez immédiate. Stéphanie, je suis pas invitée à ce truc bateau, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, quoi. On sent tout de suite qu'il y a une remise en question personnelle. Alors quand la sécurité relationnelle est fragilisée, quand les conditions sont pas réunies, ou quand d'ailleurs, je dirais, l'autorité n'est pas vécue comme fiable, hein, ça c'est Thibaut qui en témoignait tout à l'heure, il pourrait y avoir des attitudes de retrait ou des attitudes passives-agressives, des tests répétés, de la défiance, voire partir en croisade. C'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure et assorti toujours de cette perte de confiance en soi. Pour finir sur une note constructive, positive, bah, quand les conditions sont réunies, c'est là où les super pouvoirs s'activent, c'est que quand le cadre est clair, la relation est fiable, les 6 deviennent des alliés extrêmement loyaux. On a entendu parfois, je peux être loyale à des choses auxquelles j'aurais peut-être pas dû être loyale parce que ça m'a été défavorable, mais quand vous sentez avec justesse que vous êtes au bon endroit, il va y avoir une loyauté hyper féconde. Et là, il y a plus de barrière, quoi. Enfin, c'est à la vie, à la mort. Vous avez entendu quand même les exemples très engageants, pour le moins, jusqu'où ils sont prêts à aller par amitié. Les 6 vont être, quand toutes ces conditions sont réunies, des vigies en haut du mât du navire, la vigilance à 360, l'attention portée à tous les angles morts que les autres n'auraient pas vus, le souci constant de la sécurité du collectif.
Et ils vont mettre alors leur énergie, leur lucidité, leur courage au service du bien commun, en devenant vraiment des piliers de l'alliance dans la relation comme dans l'organisation. On va poursuivre en parlant chemin de développement pour vous donner quelques éléments pour observer ce type 6 en action dans votre vie si vous vous sentez concerné. Le premier point dont on vous parle à chaque épisode étant l'activation de l'observateur intérieur. Alors, on est lourd sur la question, on en parle à chaque fois, et il y a une bonne raison à ça, c'est que la fonction de l'énéagramme, c'est avant tout de mettre en lumière les schémas, les réflexes qui nourrissent ce qu'on appelle notre réactivité. C'est-à-dire que, face à des situations du quotidien, on a tendance à réagir en pilote automatique depuis les mécanismes propres à notre base, à notre type, qui nous ont soutenus dans nos années formatives, mais qui ne sont souvent plus à notre service dans le présent. L'énéagramme vise à rendre ces mécanismes visibles, puisqu'une fois qu'on les reconnaît, on est libre de reprendre les rênes et de choisir une manière de percevoir et d'agir qui est plus adaptée. La pratique clé ici, c'est donc celle de l'observateur intérieur. Là, par exemple, si vous vous êtes retrouvé dans le type 6, voyez si dans votre vie de tous les jours, vous pouvez observer les schémas, les automatismes dont a témoigné notre panel. Pour commencer, dans la pratique de cet observateur intérieur, il ne s'agit ni de vous juger, ni de vous forcer à faire autrement, mais simplement d'observer avec curiosité, comme si vous pratiquiez une étude de votre personnalité et de vos actions. C'est un premier pas incontournable sur le chemin de développement parce que la première étape pour sortir le pied d'un piège dans lequel on serait pris, c'est déjà de réaliser qu'on est tombé dedans, d'en être conscient. Alors, pour vous aider à pratiquer, on va vous proposer 4 leviers à expérimenter dans le quotidien pour vous observer et faire des premiers petits pas. Le premier levier, ce serait d'exercer son discernement face au doute et à la peur. On l'a vu, le super pouvoir qu'ont les personnes en 6 pour tirer tous les fils à partir d'une situation peut se retourner contre eux, en créant de la paralysie face à la complexité qui explose. Alors, c'est un axe d'équilibrage important d'apprendre à mettre plus d'intention et de cadre dans la manière d'utiliser cet outil analytique afin qu'il soit bien à votre service et pas l'inverse. Le premier pas, ce serait face à une situation, une décision qui nécessite une réflexion qui pourrait s'emballer. Donc, je pense que ça va, votre imagination jusque-là, vous me suivez, c'est bon? On vous propose de faire l'expérience de vous accorder un temps prédéfini pour analyser et de vous y tenir. Et j'ai trouvé hyper intéressant, Thibaut, ce que tu disais tout à l'heure de finalement, quand je n'ai pas le temps, je vais passer à l'action très vite, ça va pas s'emballer, quoi. C'est si j'ai du temps. Donc là, l'idée, ce serait de vous donner vous-même un temps prédéfini. Ce serait de faire ensuite consciemment le tri entre les informations factuelles dont vous disposez, vos suppositions et vos peurs. Par exemple, en les posant par écrit à des endroits différents dans la feuille pour décharger un peu le mental. Et puis, peut-être qu'en vous rappelant que vous opérez probablement avec un biais de négativité qui accentue la perception des risques et des menaces, ça pourrait possiblement changer quelque chose à l'analyse que vous faites de ces différentes données. Le deuxième point qu'on voulait vous proposer, c'est en cas de surchauffe, le fait de revenir au corps pour réguler. Quand les personnes en 6 commencent à avoir du risque et de l'incertitude partout, ça parle au moins autant d'un système nerveux qui est bloqué en mode hypervigilance que de la situation réelle à laquelle ils font face, un peu comme si on avait chaussé des lunettes de soleil anxiogènes. Et dans ce cas, ça devient hyper important de revenir au corps pour aller décharger le trop-plein de tension et revenir au présent pour reconnecter la sensation interne de contenance, de sécurité, de confiance qui ne dépend donc pas de l'extérieur et qui est un préalable incontournable pour y voir clair. Donc un premier petit pas qu'on a envie de vous proposer en ce sens, ça serait dans un moment où vous ressentez un excès de peur, d'agressivité, voir quelles sont les actions physiques qui pour vous permettent de la décharger efficacement. On entend souvent des personnes en 6 qui ont besoin d'intensité dans ces moments-là, nous parler d'activités qui font monter le cardio, qui font transpirer, qui permettent vraiment de décharger cet excès qui agite le mental et qui fait que le système s'emballe. Et puis ensuite, voyez par ailleurs quelles activités physiques vous permettent de revenir à votre ancrage, d'éprouver votre solidité. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller pousser de la fonte dans l'immédiat, est-ce que peut-être c'est possible de déjà libérer 15 minutes pour aller marcher en respirant en conscience, par exemple? Pour poursuivre, un troisième levier qu'on vous propose qui serait de se reconnecter à votre propre autorité, propre légitimité, votre propre expertise. Les 6 peuvent effectivement avoir tendance à projeter l'autorité à l'extérieur et à oublier de se faire confiance, à oublier qu'ils ont l'équipement interne pour décider et pour agir sans avoir besoin d'attendre une validation sécurisante. La croyance, c'est que je dois me sentir pleinement confiant pour agir,
L'idée là, ce serait d'inverser le processus en vous proposant justement d'agir pour gagner en confiance. 2 petits pas dans cette direction-là. Le premier, ce serait de choisir dans les nombreux onglets mentaux qui sont ouverts, d'en choisir un et de le traiter. Le fait d'avoir tordu le cou à un sujet qui s'avère souvent moins difficile que ce que l'on croyait, puisque les 6 sont assez doués dans la création des monstres mentaux. Donc, si j'ai tordu le cou à un sujet, ça va permettre de restaurer de la confiance, de la puissance d'action, et puis au passage, mine de rien, ça libère de la bande passante. Deuxième petit pas, ce serait vraiment le fait de cultiver la confiance en votre intuition. Tout le monde a de l'intuition. Il semblerait que les 6, vous ayez été bien dosés en intuition. Si face à une situation simple où il n'y a pas trop d'enjeux, vous pouviez faire l'expérience de suivre votre premier élan. J'ai adoré, Thibaut, tes tergiversations, ça va parler à d'autres profils évidemment, mais au resto, j'ai commandé et puis, mon voisin commande autre chose et puis la serveuse en rajoute une couche. Eh bien, voilà une situation simple où il n'y a pas trop d'enjeux, je pense. Eh bien, de faire l'expérience de suivre mon premier élan, de l'écouter et de lui faire confiance et de voir ce qui se passe. Et il se pourrait bien que vous découvriez le super pouvoir des raccourcis intuitifs plutôt que de vous engager dans des labyrinthes mentaux. Et enfin, le dernier point sur lequel on voulait vous faire une proposition, c'est celle de la demande de soutien ou de faire des clarifications explicites. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en situation de stress, les personnes en 6 peuvent avoir tendance à attendre l'autre au tournant, en le testant, parfois même sur un mode passif-agressif, à travers des sous-entendus, voire même franchement en lui tendant des pièges. Paradoxalement, l'énergie qui est dépensée dans ces cas-là pour se sécuriser dans la relation peut générer de l'insécurité chez l'autre, qui se sent sur la sellette sans vraiment comprendre ce qui lui est reproché ou ce que l'on attend de lui. Si c'est quelque chose qui résonne, et là encore, ça sera différent pour différentes personnes en 6, des premiers petits pas qu'on vous propose pour pratiquer, c'est dans un moment difficile de demander explicitement du soutien. Le message étant, j'ai besoin d'être en lien avec toi, plutôt que tu n'es pas à la hauteur parce que j'ai peur. De même, si quelque chose vous tracasse dans la relation, essayez de faire l'expérience de poser directement la question pour clarifier sans attendre. Ça rejoint le point précédent sur le fait de passer à l'action plutôt que de faire des tours de périphérique dans votre tête. Ce message, il vaut tout autant dans une relation en tête-à-tête que dans votre rapport au collectif, une équipe, un groupe d'amis, votre manager, dans les relations amoureuses, familiales, etc. Là encore, les meilleurs outils, ils proviennent encore de l'expérience de vie des personnes qui se retrouvent en base 6. Revenons donc à notre panel. Je m'adresse à vous 4. Est-ce que vous pourriez chacune nous partager une pratique qui vous a permis de gagner en conscience et en liberté? Une seule. Va falloir faire des choix, du coup. Ouais. Oui, j'ai un peu comme Stéphanie, je me dis, oulala, qu'est-ce que je vais faire comme choix? Moi, ce qui m'a le plus aidé, clairement, c'est ces dernières années. En fait, j'ai arrêté d'essayer de me rassurer. C'est-à-dire que le doute, comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, au tout début, j'avais pas conscience que j'avais du doute. Le fait d'en avoir pris conscience a donné de l'éclairage sur toute ma vie et j'ai arrêté de me battre contre le doute. En fait, je suis part du principe qu'en fait, il sera toujours là toute ma vie. Je peux pas changer ça. Et du coup, c'est d'apprendre à avancer avec le doute plutôt que contre le doute. Et donc de me dire que, en fait, quel que soit le choix que je fais, la décision que je prends ou quoi que je fasse dans ma vie, il y aura du doute, mais j'ai une capacité énorme à faire avec ce doute et à juste avoir confiance que je sais rebondir quelle que soit la situation. Et ça m'apporte beaucoup de sécurité, paradoxalement. Donc j'ai appris à faire avec le doute plutôt que de le combattre. Je vais rester sur le doute parce que moi aussi, c'était un de mes grands combats. Depuis quelque temps, je fais cette méthode d'avoir nommé mon doute qui s'appelle Germaine. Et j'ai même continué du coup avec mes peurs que j'ai appelées Marcel. Et en fait, je leur parle. Voilà, bon, ça fait un peu... voilà. Mais en fait, quand j'ai le doute qui arrive là et que je le sens et que ça est vraiment dans ma tête, Génial. je dis à Germaine, c'est bon, ça suffit maintenant, tu me laisses tranquille. Je dis, on va y aller, on passe à l'action et puis on en reparle après, voir si on avait vraiment raison de douter, quoi. Voilà. Et en fait, du coup, ça suffit parce que j'ai plus besoin de rester dans ma tête, en fait, quoi. C'est très bête, mais, mais ça marche. Génial. Vive les amis imaginaires. Du coup, je veux bien prendre la suite parce que c'était pas facile aussi de faire le tri. Et si je dois choisir une pratique où je change vraiment l'énergie et qui m'accompagne au mieux, c'est la danse. J'ai un exemple concret, c'est que pour l'enregistrement de ce podcast, 24 heures avant, je pouvais avoir mon mental qui commençait à me dire, mais qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et comme je sais qu'il y a une grande force dans l'authenticité et la spontanéité, j'ai essayé de revenir et d'observer juste ça.
le mental et j'arrivais pas à le faire. Et là, ce matin, j'ai pris un temps pour danser et mettre de la musique et mettre en mouvement. Et l'énergie, elle change complètement parce que je reviens dans le corps et puis je connecte à une forme de joie et je passe de l'appréhension du mental à la légèreté du corps en mouvement et de la joie du cœur qui s'ouvre. Donc je sais qu'il y a une grande force à cet endroit-là. Marine, on te laisse clôturer. Moi, j'aime beaucoup rire. Donc en fait, je me démerde en fait pour sortir de ma tête en riant et ça me permet juste de lâcher prise. Parce que dans cet endroit-là, il y a plus de contrôle. Soit ça va être via, je vais regarder des vidéos à la con qui me font marrer, ou alors j'ai découvert ça lors d'un stage, je fais du yoga du rire. Donc en fait, je me force à rire et après en fait ça vient tout seul. Ok, merci beaucoup. Et merci à notre panel pour leur partage lucide, touchant, super incarné et qui nous ont vraiment permis de visiter votre monde, souvent marqué par le doute, soit, mais aussi par un courage qui est hyper impressionnant, un courage de continuer à avancer. J'allais dire malgré la peur, mais après vous avoir écouté, j'ai envie de dire avec la peur. Plus largement, merci à tous les 6 qui sont autour de nous dans nos vies, collègues, amis, partenaires, membres de nos familles. Merci pour votre vigilance, pour votre manière d'anticiper les risques, parce que ça nous évite bien des mauvaises surprises et ça nous aide à naviguer dans un monde incertain en se sentant un peu plus en sécurité. Merci pour votre intégrité qui nous rappelle qu'on bâtit pas la confiance avec des mots, mais avec des actes répétés, cohérents, au quotidien. Sur ce sujet-là, merci pour votre loyauté, votre fiabilité, parce que ça fait vraiment de vous des piliers sur lesquels on peut s'appuyer, notamment dans les moments difficiles. Merci aussi pour votre sens de la responsabilité du collectif, parce que vous veillez à ce que les engagements soient tenus, que les règles du jeu soient claires, que le bien commun ne soit pas sacrifié. Merci pour votre courage, celui qui consiste à prendre la parole malgré la peur, à rester dans le lien malgré le doute, à avancer même sans garantie. Et heureusement, là on l'a enfin un petit peu entendu, c'était important qu'on en parle. Merci pour votre humour, qui est souvent très fin, qui est parfois provoquant, qui permet de mettre de la légèreté sur des sujets sérieux. On espère que vous l'aurez compris, pour ceux et pour celles qui ont des 6 dans leur vie, soyez pas dupes de cette apparence tendance à tout compliquer. Face à des problèmes réels, on vous souhaite sincèrement d'avoir des 6 à vos côtés pour bénéficier de leur lucidité et de leur courage. Merci Stéphanie, Thibaut, Marine, Christophe. Merci à vous, nos auditeurs, auditrices, de nous suivre dans cette aventure. On vous retrouve à l'épisode prochain pour rencontrer cette fois-ci notre panel de base 7. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr d'en parler autour de vous. Et puis on est également toujours très heureux de vous entendre. Vous trouverez nos coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Vous nous partagez vos questions, vos témoignages, ou pour faire appel à nous pour être accompagné, que ce soit en individuel ou au sein de votre organisation. Vous savez où nous trouver, on a hâte de vous lire. À très bientôt.